de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, j'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation, parce que nous sommes suivis non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukanganouzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers assurent qu'il est à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, à n'importe quelle cour. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui, je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. Voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Il fallait que j'intervienne pour éclairer l'opinion. Merci. 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 Nous passons au groupe AACRD et j'invite l'honorable Lambert Mende à prendre la parole. Pour 4 minutes, on vous a réservé. Vous avez la parole, honorable Mende. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Il est juste, à mon avis, de commencer par féliciter Madame la Première ministre et son gouvernement pour ce projet de loi de finances publiques, de finances 2025 et les autres qui sont en train de circuler pendant les interventions. Si vous estimez que la matière inscrite à l'ordre du jour est épuisée, on passe la parole à Madame la Première ministre. Mais alors, asseyez-vous, pas des petits mouvements dans la salle, sauf pour aller là où vous deviez aller. Vous avez la parole. Merci, président. Je disais que Joseph était juste de féliciter la Première ministre et son équipe pour ce projet de loi de finances 2025, ne fût-ce que pour la raison qu'il enregistre pour le pouvoir central un taux d'accroissement de plus de 21% par rapport à l'exercice 2024. Je reconnais aussi le mérite de la diligence du gouvernement qui a présenté ce projet à date, c'est-à-dire dès l'entame de notre session budgétaire, après avoir soumis à notre examen un projet de loi rectificative de la loi de finances 2024 sur base des changements significatifs intervenus
après son adoption et sa promulgation, à savoir un afflux de recettes exceptionnelles et l'évolution des paramètres macroéconomiques comme le taux d'inflation, le taux de change et le taux de croissance du PIB. Cependant, comme toute œuvre humaine, ce projet est perfectible. Et en parcourant l'annexe des prévisions, l'annexe explicative des prévisions des recettes, je suis au document numéro 4. J'ai noté, entre autres, que le gouvernement nous signale un taux d'accroissement zéro des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. La principale justification de cette contre-performance résiderait, selon ce document, dans la non-réalisation de l'acte relatif au droit de vente des cartes d'identité par l'Office national d'identification de la population ONIP. Honorable Président, le palliatif qui est proposé par le gouvernement consiste, je le cite, en la sensibilisation des entreprises minières exerçant dans les zones de conflit à opérer avec les entreprises locales de gardiennage en lieu et place des entreprises étrangères. Fin de citation. Je suis d'avis que cette stratégie est insuffisante. Elle n'est pas adossée au problème sous examen, qui est, s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est en guerre, à la fois budgétaire, mais aussi sécuritaire. En effet, l'absence d'une carte d'identité nationale réduit à la portion congrue les recettes qui peuvent être générées par la vente de la carte d'identité à une population estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants. Outre le gaspillage des fonds qui sont alloués à perte au fonctionnement de l'ONIP. C'est donc une situation qui impacte la sécurité qu'il ne faudrait pas réduire à la poignée d'agents de sociétés étrangères de gardiennage. J'invite donc le gouvernement à compléter cette colonne de solutions palliatives à l'absence de performance des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. Et pour terminer, je voudrais proposer au gouvernement de mettre en œuvre sans délai l'identification des Congolais. C'est extrêmement important. Et la délivrance subséquente de la carte d'identité nationale. Je l'engage à ne rien négliger en outre pour accroître nos recettes internes. Cela passe par une numérisation effective et systématique de la mobilisation des recettes grâce à des réformes structurelles en profondeur. Moyennant donc ces quelques améliorations, je voudrais ici, au nom de notre groupe parlementaire, apporter tout notre soutien à la recevabilité de ce projet de loi budgétaire que la Première ministre vient de nous présenter, moyennant des améliorations qui pourraient intervenir utilement à la commission ECOFIN. Je vous remercie. Merci, honorable. 15. Ah, vous vous en donnez 10, c'est ça? Venez m'expliquer s'il y a des ratures. Donc, comme à tout le monde, on a donné 20, mais on va être 10, Ok. 25. Ok, vous avez 10 minutes et Bouracham et Foubopanda, chacun 5 minutes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, Excellence Madame la Première ministre, chers collègues estimés députés, j'inscris mon intervention
dans le cadre d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Le budget étant classiquement défini comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple, à travers les gouvernements issus de l'élection dont la majorité est représentée ici, présente le budget pour rencontrer l'esprit, la volonté du peuple. Et ce budget est présenté ici pour que les représentants du peuple que nous sommes, que vous êtes, puissent être avalisés. Honorable Président, je me présente ici, comme je l'ai dit, pour une approche plutôt philosophique. Parce que vaut un budget? Même s'il répond aux critères juridiques et parlementaires, s'il ne rencontre pas l'esprit et la volonté du peuple, que vaut ce budget? Voilà pourquoi, honorable Président, je voulais prendre mon temps pour rappeler à Madame la Première ministre, une économiste ayant une expérience avérée. Madame, merci pour votre présentation structurée du budget. Mais, Madame la Première ministre, il y a des relations sécuniaires entre certains facteurs de l'économie et le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Madame la Première ministre. Les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, en tout près 2 954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et service. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par les gouvernements ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget
si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors. Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, des prêts de 0 de 35% et sur la croissance des 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre? Quatrième élément, l'impaiement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, Oui. je vous informe que Madame la Première ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois, il faut plutôt l'encourager à changer ces mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci, honorable, vous pouvez poursuivre. Mais, honorable président, et justement, j'ai dit que Ça va. Merci, continuez. Madame la Première ministre, j'inscris mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire, et voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que s'il tient compte de ces éléments. Merci. L'indépendance de la Banque centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation de cause à effet entre les degrés d'indépendance d'une banque centrale et les degrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement, qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la banque centrale. Madame la Première ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la Banque centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République? L'élément de leadership, Madame la ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, lorsque le professeur de... Quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre, comme vous l'avez dit ici? Madame la Première ministre, les réformes. Vous nous présentez un budget avec un taux de croissance de 5,7%. Mais c'est un taux de croissance appauvrissant. La RDC n'a pas besoin d'un taux de croissance de 5,7%. C'est des taux de croissance appauvrissants. Parce que ce taux n'est pas effectivement fondé sur des réformes. Il faut activer les réformes pour pouvoir espérer un taux de croissance qui soit développementiste. Je voudrais aborder aussi une relation entre la dette publique et le développement. Honorable Président, Madame la Première ministre, il existe une relation entre la dette publique et le développement. On parle de la soutenabilité de la dette publique. Nous sommes aujourd'hui, honorables députés, dans une situation d'endettement explosif, nocif, qui hypothèque l'avenir des citoyens de ces pays. En 6 ans, la dette publique a doublé de 5 milliards à près de 11 milliards. Madame la Première ministre, le budget veille aussi à l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés ou de ceux qui sont encore petits. Vous êtes maire, je sais que vous avez plus que moi cette sensation de l'avenir de ce pays. Je voudrais terminer, honorable Président, pour ne pas traîner
ces pupitres pour dire le budget, comme je l'ai dit, du point de vue philosophique, Madame la Première ministre, n'a de sens que s'il est exécuté, que s'il est fondé sur des relations économiques et sociales séculaires, comme je l'ai dit ici. Parce que ce budget, même s'il est adopté, mais s'il n'est pas exécuté, s'il ne tient pas compte des relations séculaires, socio-économiques, ce budget restera une lettre morte. Pour terminer, Madame la Première ministre, veillez à ce que la corruption et les détournements s'arrêtent. Parce que c'est sport national. Madame la Première ministre, je termine en vous exhortant à un meilleur suivi du budget de l'État, parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, malheureusement, tout ce que nous aurons adopté ici ne sera jamais exécuté et ne produira jamais des effets. Je vous remercie. Merci, honorable Matata, pour votre intervention très brillante sur les plans de l'enrichissement. Je vois que Madame la Première ministre a pris bonne note. Nous sommes ici tous pour contribuer à changer. Et donc quand quelqu'un vous apporte une contribution, il faut la saisir. Et je vous ai dit à vous, les honorables députés, que moi, quand j'ai eu l'occasion d'être élevé au rang de président des bureaux de l'Assemblée nationale, j'avais promis à Boris et je crois à Tibangou Karala et les autres que je sortirais un peu juriste de cette salle. Alors vous, les juristes et les autres politologues, les ingénieurs, profitez de temps en temps quand les économistes passent pour quitter ici avec des notions d'économie. C'est très important. Il faut que ça devienne notre sport national entre nous. Merci beaucoup. J'aimerais que des interventions comme ça, intervention, question, proposition. C'est comme ça que nous allons améliorer notre budget. Ne vous en faites pas, les membres du gouvernement sont outillés pour répondre à toutes ces questions. Je n'ai pas peur pour Madame la Première ministre, que j'ai connue moi-même au niveau de l'ECOFIN, ni le ministre d'État du budget, ni Sakombi, ni Doudou et les autres. Je crois qu'il faut accepter qu'on critique l'œuvre humaine et qu'on propose des améliorations. Merci honorable Matata, dont nous demandons à l'honorable, j'avais annoncé son nom, c'est Irachan. Irachan non inscrit, comme ça on termine totalement avec non inscrit avec le troisième et on passe à l'autre truc. Pardon? Ok, très bien. Honorable Irachan, l'autre non inscrit c'est... Gracien de Saint-Nicolas. Vous êtes tracé de Saint-Nicolas? Oui, Irachan, même Gracien de Saint-Nicolas. Ok, d'accord. Je croyais que Saint-Nicolas venait nous visiter. Merci. Merci Saint-Nicolas. Honorable Président, bon, j'accepte la défaite parce que le non-inscrit qui est passé avant moi a eu droit à 10 minutes. Moi 5 minutes. Bon, comme c'est un économiste, je l'accepte. Et puis avec... Et là, est-ce que vous savez que moi je vous dis rarement, vous avez déjà parlé au moins 5 fois ici. Oui, c'est la première fois que Matata parle, la première fois que Boris parle. Et je vais vous connaître tous dans 3 mois. Vous avez déjà parlé 5 fois exactement. Continuez maintenant. Merci Président. Nous apprenons tous les jours. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, je préfère rester pédagogique dans mon intervention. Comme je suis de la commission ECOFIN, les aspects techniques, nous allons les traiter à commission. Merci. Président, j'ai une inquiétude à poser au gouvernement. J'ai été élu député en 2019. On est passé d'un budget de 5 milliards. Aujourd'hui, nous allons vers 17 milliards. Mais quand vous voyez l'impact de ces budgets dans la société, Président, je voudrais quand même
que le gouvernement se pose cette question, où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui des dollars. Pourquoi je le dis? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans les paniers de la ménagère? Je ne pense pas. Est-ce que ces investissements sont allés dans des constructions de routes? Je ne pense pas. Est-ce que ces investissements sont allés droit dans d'autres investissements des secteurs primaires comme l'agriculture et l'élevage? Je ne pense pas. Madame la Première ministre, avec tous les respects, les peuples vous observent. Et nous sommes confiants que vous allez faire la différence pour que cette fois-ci qu'on sente quand même les retombées de ce budget de 17 milliards. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport aux recettes. Je suis de la province de l'Ituri. Je parle de ma province parce que ma province est frontalière à l'Ouganda et tous les produits qui viennent du Moyen-Orient, qui desservent notamment la province. Et aussi au Soudan. Et merci pour le complément, Président. Tous les produits qui viennent importer constituent de grosses recettes pour les trésors publics. Et nous desservons la province de l'Ituri, une partie de Nord Kivu, une grande partie de Tchoko, Haut-Tuélé et Bas-Tuélé parfois. Mais quand vous voyez dans notre rubrique recettes, vous trouverez que l'importation, les recettes liées à l'importation sont faibles. Et parfois, on minimise même les recettes qui sont produites par les postes transfrontaliers, notamment les lacs Albert, qui aujourd'hui constituent les principales sources d'importation à cause de l'insécurité, parce que là c'est fréquentable. Madame la Première ministre, il est important aujourd'hui que le gouvernement, évidemment j'ai commencé une approche, j'ai sollicité déjà des travaux avec les ministres des Finances, qu'on voit exactement combien produit la province de l'Ituri, parce que moi-même pendant les vacances parlementaires, j'ai compté le nombre de camions qui importent les carburants. Je vais transmettre la vidéo à l'honorable président. C'est plus de 200 camions qui importent uniquement les carburants chaque jour. Des camions remorques citernes. Et quand vous voyez les recettes qui sont déclarées au trésor public, c'est extrêmement faible, ça n'atteint même pas les 10%. C'est un problème que nous devons vraiment suivre. Et avec l'exécution financière, et récemment le président de l'Assemblée est revenu plusieurs fois sur ça, nous allons suivre les taux d'exécution financière et moi je serai rigoureux pour suivre toutes ces recettes qui viennent, en fait qui disparaissent et on ne comprend pas pourquoi ces recettes ne figurent pas. Parce qu'ici on nous dit nous contribuons à 2,5%, 2,54%, c'est extrêmement peu. Madame la Première ministre, j'ai parcouru un peu les recettes par rapport à l'aviation, ou du moins les transports. Si nous faisons les calculs de tous les avions étrangers aujourd'hui qui opèrent en RDC, j'ai pris seulement l'exemple de 5 compagnies. J'ai laissé les autres. J'ai laissé les transports internes. Nous avons des manques à gagner qui atteignent des milliards de dollars pour 5 ans. Alors la question qu'on se pose, pourquoi nous, en tant qu'État congolais, nous minimisons la relance de nos compagnies d'aviation qui devrait être une source de production non négligeable pour l'État congolais. En plus de cela, nous avons aujourd'hui Transco qui est inféodé à l'ONATRA. Je ne sais pas faire la différence entre l'ONATRA et Transco, mais pourquoi ces deux sociétés ne marchent pas? En dehors des recettes qu'on devrait avoir aussi avec nos régies, je dirais nos voies fluviales, qui produisent aussi des recettes parce que nous avons beaucoup de cours d'eau qui constituent des sources navigables. Il y a donc beaucoup de recettes qui sont dissimulées et qui nécessitent d'être clarifiées. Honorable Président, je vais dans le secteur dépenses. Et là, je suis en train de cibler
la défense nationale, notamment nos forces de sécurité. Honorable Président, nous sommes un État en guerre. Et quand nous voyons l'histoire de l'Occident, quand un État est en guerre, les pays s'arrêtent partiellement parce que la priorité, c'est d'abord la guerre. Je salue tous les efforts que nous avons menés ensemble avec les honorables députés depuis 2019 avec le gouvernement pour affecter des fonds consistants à l'armée, mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons oublié des secteurs clés comme les renseignements par exemple, où nous avons sur l'étendue du territoire beaucoup de collaborateurs extérieurs dans le secteur de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi la Direction générale des migrations. Alors, comment nous pouvons être sûrs que notre pays échappe à l'infiltration si nous n'avons pas de bons agents de renseignement dans notre pays? Et chaque fois qu'il y a une tentative pour remettre de l'ordre dans le secteur, vous trouvez que les vrais prestataires qui sont sur terrain, leur nom ne revient pas comme bénéficiaires des numéros matricules et de mécanisation, mais ce sont plutôt d'autres noms qui sont affectés, qui sont apparentés aux décideurs. Je voudrais quand même que le ministre de l'Intérieur, cette fois-ci, puisse avoir un regard particulier. J'avais adressé une lettre sur place pour que cette question soit réglée. La question de la police. Aujourd'hui, Kinshasa est en difficulté de sécurité. Le phénomène Kuluna, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas assez de commissariats de police. Nous ne manquons pas de ressources humaines pour avoir plus de policiers et de matériel adéquat pour affecter. Il est important, honorable président, que les gouvernements puissent affecter des ressources nécessaires et que cette fois-ci, l'Assemblée nationale puisse suivre afin qu'on puisse avoir des commissariats de police et des sous-commissariats partout dans la ville de Kinshasa, y compris dans les provinces ou les territoires qui n'ont parfois pas de véhicules de police. Je salue la dotation du chef de l'État cette fois-ci dans la Grande Orientale avec quelques jeeps, mais ce n'est pas assez parce que si nous voulons protéger notre pays, il est essentiel de mettre des moyens. Je le disais et je commence déjà à citer pour respecter mon timing. Nous sommes un État à guerre, je le disais encore une fois de plus. Ça veut dire nous avons investi de l'argent pour accompagner la loi de programmation militaire. Mais, Excellence Madame la Première ministre, honorable Président, la population congolaise ne sent pas l'impact de tous ces fonds que nous avons dirigés vers la loi de programmation militaire, mais aussi nos fonds de défense et de sécurité. Nous sommes un État en conflit, en guerre. Nous aurions voulu aujourd'hui que les ciels de l'Est soient remplis d'avions et que ça puisse dissuader l'ennemi. Nous aurions voulu que la terre de l'Est soit aujourd'hui plein de blindés et de militaires avec des ressources adéquates. Mais, honorable président, nous ne voyons pas. Est-ce que nous avons affecté des ressources assez dans ce secteur? C'est la question qui devrait faire l'objet de l'évaluation. Honorable président, ma demande c'est quoi par rapport à mon intervention? Il faut qu'il y ait quand même une confiance qui puisse renaître entre l'Assemblée nationale et les forces de défense à travers la commission défense et sécurité qui doivent quand même réévaluer tous les fonds qui sont affectés dans le ministère de Défense et les autres forces de sécurité. Parce que nous ne sentons pas les conséquences de tous ces fonds qui ont été injectés. Et je rappelle qu'on a déjà... plusieurs fois, alors que vous avez déjà dit l'essentiel. Je crois que vous avez fini, à moins que vous ayez une nouveauté. Honorable Président, ce sont des questions extrêmement importantes. Oui, mais la population comprend. Vous déplorez le fait que l'argent sort, mais il n'y a rien sur le terrain, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas le dire en 10 phrases, 25 phrases. Si maintenant il y a un point supplémentaire, concluez par là. C'est ce que je vous demande, autre chose. Honorable Président, merci. J'ai insisté. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le fait aujourd'hui qu'on puisse mettre trop de l'ombre dans le contrôle de la défense, ça fait en sorte que nous ne produisons pas d'effet assez. C'est comme ça que je suis en train d'insister d'une ou d'une autre manière. Donc nous, on veut
que l'Assemblée nationale puisse voir clair dans les fonds affectés et qu'on puisse mettre des moyens supplémentaires afin que nous puissions avoir des retombées. Honorable Président, je termine par une demande au ministère des Finances et de la... C'est la 5e fois que vous terminez. Oui, c'est une demande maintenant, Président. C'est la dernière. Au ministre de la Finance et au ministre de l'Infrastructure et des Travaux Publics. Nous avons besoin de l'asphaltage de RN4 et RN27 parce que ça produit de l'argent à l'État congolais. Et ça permettra à ce que nous puissions encore plus avoir des moyens pour faire face à notre problème en tant que gouvernement de notre pays. Je dis, honorable Président. Merci beaucoup, honorable Bourachar. Votre intervention est très intéressante. Mais je voudrais souligner quand même, puisque le vice-premier ministre de l'Intérieur est dans la salle. Hier, quand nous avons terminé notre réunion, j'ai été approché par des collègues qui ont été copieusement tabassés par des militaires au niveau de Kalufungula. J'ai essayé d'appeler l'inspecteur provincial des villes de Kinshasa, mais les députés m'ont dit finalement qu'ils avaient eu un responsable qui a promis que ce policier, malgré la carte de député, aux députés de Mokobetama. Ça, je me dis, est-ce qu'ils sont là pour taper les députés, la population? Ils sont là pour sécuriser les gens. Pendant que les Kourouna peuvent attaquer une maman, ils sont là en train d'observer. Je crois que de ce côté-là, le vice-premier ministre de l'Intérieur, pas parce qu'il s'agit des députés, il faut vraiment que les policiers sachent ce qu'ils doivent faire pour la République. C'est très important ça. Des avis déchirés ont été tabassés sérieusement. Oui, hier soir. Dans le vice-premier ministre, je lui fais confiance. Il va prendre ses dossiers en main et les sanctions seront infligées à ces policiers. Absolument. Pour le dernier intervenant des non-inscrits, c'est Fumu Banda. Sans objet. Ah, c'est... Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moins il ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà.